Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le MAG, 30 minutes aujourd'hui. Dans l'école ensemble, on s'intéresse à ceux qui maintiennent le lien avec les écoliers dans les hôpitaux. C'est parti pour le sommaire. Ils sont nombreux à se battre contre la maladie. Gros plan aujourd'hui dans School TV, le MAG, sur ces enfants contraints de vivre leur scolarité à l'hôpital. Quels sont les dispositifs en présence? Comment cela marche? Plus d'infos dans un instant avec Irina Capron. On a la chance d'accueillir sur ce plateau des femmes qui dédient leur vie aux autres. Gros plan dans un instant sur l'école à l'hôpital, association parisienne qui inspire un petit peu partout en France. Vous le verrez. Puis on parlera numérique, mais aussi de technologie. Parfois, maintenir la continuité pédagogique à l'hôpital, eh bien, ça passe par l'innovation. Explication dans un instant avec Irina Capron dans sa chronique. En plateau, nous avons Caroline Grossi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Présidente de l'association L'école à l'hôpital. On va beaucoup en parler. Et puis Ségolène Hénin, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien. Je sais que vous avez visité, vous avez enlevé votre veste verte, mais ça passe. Voilà. Parce que nous sommes sur un plateau vert. Voilà, je vous dis tout. Le fond vert, la technologie, là aussi. Coordinatrice de scolarité à l'hôpital Saint-Louis, à la PHP, notamment au service ados, jeunes, adultes, hématologie. C'est parti pour la loupe avec Irina. Et oui, on a une élève aujourd'hui, Irina Capron. Une ancienne élève. Une ancienne élève, on a pas si longtemps que ça. Irina, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va super, merci. Qu'est-ce que dit du coup la loi en ce qui concerne l'école à l'hôpital? Alors, selon l'article 351-9 du Code de l'éducation, lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de santé invalidant, nécessite un aménagement, eh bien, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale. Donc, si le médecin juge que c'est possible, eh bien, les enfants hospitalisés peuvent suivre le programme scolaire selon leur niveau d'études. Et il y a quoi comme dispositif? Alors, l'éducation nationale est présente dans de nombreux établissements hospitaliers et s'organise pour accueillir les élèves en cours collectif. Environ 11 000 élèves par an sont scolarisés dans les établissements hospitaliers et sanitaires et près de 800 enseignants spécialisés sont affectés dans les hôpitaux ou maisons d'enfants à caractère sanitaire. Les enfants peuvent également avoir recours à des SAPAD, donc services d'aide pédagogique à domicile, organisés par département et qui dépendent de l'inspecteur d'académie. Les SAPAD vont permettre de suivre les enfants malades ou convalescents à domicile. Et enfin, il existe de nombreuses associations qui viennent en soutien de ces dispositifs. C'est le cas de l'association L'école à l'hôpital. Et effectivement, l'association L'école à l'hôpital existe depuis plus de 90 ans. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oh, je suis un peu en retard. Et dispense des cours individuels et gratuits aux jeunes malades de 5 à 25 ans en Île-de-France. Elle travaille en collaboration avec l'Éducation nationale et les SAPAD. Lorsque l'Éducation nationale est présente, l'association va compléter les propositions de cours pour les collégiens, lycéens et étudiants. Et en cas d'absence d'établissement hospitalier, eh bien, l'école à l'hôpital va couvrir tous les besoins exprimés par ces jeunes. Alors l'association va donc permettre aux enfants hospitalisés entre 5 et 25 ans eh bien, de poursuivre une scolarité, préparer des examens comme le brevet ou le bac, combler un retard, redonner le goût et l'envie d'apprendre, éviter une rupture scolaire, remettre à niveau l'élève après une longue interruption ou encore préparer une orientation. Vous allez bientôt être porte-parole de l'association, vous? Oui, je pense. Vous étiez magnifique. Expression orale. L'expression orale, donc avec Ségolène Hénin, avec Caroline Grossi. Caroline, que vous procure le sourire d'un enfant qui apprend à l'hôpital, qui bénéficie de cette continuité pédagogique? Est-ce que cela vaut tout l'or du monde? Alors moi, je ne suis pas professeure. Donc, oui. Je n'ai pas la chance d'avoir ce sourire d'enfant et ce remerciement à la fin du cours. Mais je pense que pour les professeurs, c'est un très beau cadeau. Vous en croisez jamais? J'en croise quelquefois, bien sûr, mais je ne leur donne pas de cours une fois encore. Mais je reçois des témoignages de professeurs qui, non seulement sont heureux d'aller donner ces cours, mais qui remercient les enfants et l'association de leur permettre de faire. C'est-à-dire, ça leur apporte quoi, ces professeurs qui, on le rappelle, sont des bénévoles, je crois. Alors, tous nos professeurs sont des bénévoles, ce sont des professeurs qualifiés. Ça apporte bien sûr la joie de donner, de transmettre. Ce sont des professeurs qui, en général, ont vraiment l'amour du métier chevillé au corps. Un certain nombre sont à la retraite et n'ont pas voulu arrêter de travailler. Et donc, ils donnent de leur temps et ils enseignent d'une autre manière. Ils trouvent
tous les moyens d'intéresser leurs élèves, même ceux qui sont fatigués, même ceux qui n'ont pas très envie de suivre les cours, même ceux qui n'aiment plus du tout l'école. Ils utilisent des subterfuges, ils utilisent des textes magnifiques, la poésie, ils font appel au sens pour mobiliser toute l'attention de l'enfant. Ségolène Hénin, justement, vous les croisez, ces élèves? Ça vous procure quelle émotion? Moi, je croise les élèves et j'accueille les profs. Et les profs? Eh oui. Absolument. Je suis dans un service d'adolescents jeunes adultes. Ils ont entre 15 et 27, 28 ans. D'accord, donc ça peut même aller jusqu'à 27, 28 ans, parce que j'entendais jusqu'à 25. Exactement. Ah oui, mais pardon. Toi, tu parlais de l'association, effectivement, et l'association, c'est jusqu'à 25 ans. Alors, dans les statuts, c'est jusqu'à 25 ans. Si jamais on avait un jeune de 26 ans qui avait vraiment besoin de nous, évidemment, on ne lui refuserait pas. On sait être souple. C'est rare. C'est rare même d'aller jusqu'à 25 ans. C'est rare. La majorité de nos élèves sont des adolescents, collégiens, lycéens. Ségolène, les élèves et les profs. Donc moi, j'ai une équipe de professeurs formidables, des bénévoles qui viennent à Saint-Louis du lundi au vendredi. D'accord. Ils s'engagent une demi-journée par semaine hors vacances scolaires. Et ils viennent donner des cours individuels, parce que les jeunes du service où je suis sont en chambre seuls. D'accord. Et donc, ça va du cours de philo au cours de maths. Et donc, c'est forcément du sur-mesure? Ah oui, c'est complètement du sur-mesure, parce que généralement, donc, j'ai des secondes, premières, terminales et des post-bac. Donc, pour les lycéens, je me rapproche du lycée, après que la famille les ait prévenus, pour pouvoir organiser le cours de la même façon qu'en classe. Que le prof de maths aborde les fonctions en même temps que la classe et non pas les probabilités pendant qu'ils sont en train de faire les fonctions. Ségolène, l'école a beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Ça a été également le cas pour vos écoliers? Oui, mais à Saint-Louis, c'est la seule association qui est restée sur la demande du chef de service et du directeur de l'hôpital en disant non, il faut absolument... Il faut maintenir ce lien, il faut absolument ces cours? Exactement. Alors ça a été un peu grâce à la visio, certains professeurs qui ne désiraient pas sortir de chez eux ont assuré des cours, et sinon des professeurs se sont déplacés courageusement et masqués, et on y allait, et on a donné les cours, effectivement, on a continué. On a continué effectivement cette pédagogie. Caroline Grossi, l'école à l'hôpital Île-de-France, malgré son implantation de longue date, on l'a dit, plus de 90 ans, tu l'as rappelé Irina, j'ai l'impression souffre encore d'une certaine méconnaissance. Pourquoi? Alors, ça date de longtemps, je pense. Peut-être une certaine discrétion, une certaine pudeur qui est propre à pas mal d'associations. À vos associations dans ce milieu, c'est ça? Aussi. Je pense que le dispositif n'est pas connu de tous, puisque effectivement l'éducation nationale, qui a suivi l'élan donné par l'école à l'hôpital en 1929, est implanté dans beaucoup de services hospitaliers, et les gens ne connaissent pas tellement la différence. Et d'ailleurs, c'est bien normal. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les enfants aient cours. Et donc, effectivement, nous souffrons un petit peu de cette méconnaissance des différents dispositifs qui existent pour les enfants malades. Vous voyez votre travail, justement, au sein de l'association comme complémentaire à ce que fait l'État aujourd'hui avec son dispositif? Eh bien, nous sommes partenaires, et que, effectivement, avec eux, nous complétons les cours qui sont donnés par l'Éducation nationale, et nous allons dans les services dans lesquels l'Éducation nationale n'est pas présente, parce qu'il y a encore pas mal de services. Il y en a beaucoup? Il y en a un certain nombre. Alors, à la fois des services au sein de grands hôpitaux, et à la fois des hôpitaux, des structures hospitalières, notamment celles qui sont dédiées aux adolescents qui souffrent de troubles psychiatriques, et où l'éducation nationale est assez peu présente. Elle est présente dans certains cas, mais pas toujours. Vous aidez combien d'enfants chaque année? Alors, chaque année, on aide aux alentours de 4000, 4500 jeunes. Et les temps d'intervention, disons les temps pendant lesquels on les suit, est assez variable. Ça peut aller de 1 ou 2 cours pour un enfant qui ne va pas rester très longtemps, fort heureusement, jusqu'à plusieurs mois. Et justement, le cours dure combien de temps? Est-ce que c'est un cours classique de 50-55 minutes comme en classe? Bien sûr, vous l'avez dit, non, ça ne dure pas aussi longtemps en général. Nous avons affaire à des enfants qui sont malades, donc souvent fatigués. Bien sûr. Et donc nous nous adaptons à la prescription médicale. C'est le médecin qui va nous dire cet enfant peut avoir cours, mais attention, il est fatigué, donc pas plus de 20 minutes. D'accord, ça peut être 20 minutes. Au contraire, celui-ci, il est en pleine forme, vous pouvez y aller, ça peut être plus long. Il y a des enfants très demandeurs, d'autres moins, mais c'est le médecin qui donne le là.
et qui nous donne la direction à prendre. Mais un cours particulier de 20 minutes est souvent aussi efficace qu'un cours collectif de 50 minutes. Oui, peut-être même plus efficace. Ouais. Après, il y a une partie évidemment qui manque, bien sûr, hein, la partie échange, etc. Mais en termes d'efficacité d'apprentissage, ça peut suffire. Pendant le Covid, et j'ai posé la question effectivement à Ségolène Hénin, il a fallu redoubler d'imagination, de détermination. C'était aussi le cas pour l'école à l'hôpital, l'association? Absolument, bien sûr. Alors, nous nous sommes tous mobilisés. Comme tout le monde, on a été un petit peu choqués au début. Et on a vu ensuite ce qu'on pouvait faire. Pendant le premier confinement, la plupart du temps, nous n'avons pas pu aller dans les hôpitaux qui nous étaient fermés. Mais quand nous avions un correspondant, une personne qui nous connaissait bien dans les services, nous avons pu mettre en place effectivement des cours à distance. D'accord. Alors, comme tout le monde, on a un peu cherché... Tâtonné au début. Tâtonné, Zoom, Teams, allez, on a tous fait. C'était difficile aussi pour certains enfants qui étaient rentrés chez eux. Parce que les hôpitaux ont essayé de faire rentrer chez eux des enfants qui n'avaient pas toujours le bon matériel, qui partageaient l'ordinateur. Enfin, on en a beaucoup parlé. Mais on a réussi à maintenir le lien pour un certain nombre d'entre eux. Et comme Ségolène vous l'a dit, dès le deuxième confinement, la plupart des hôpitaux nous ont réaccueillis à nouveau. Venez. On a mis en place un protocole sanitaire qui allait bien. Et voilà. Pape Ndiaye est donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Le précédent ministre de l'Éducation nationale, c'est Jean-Michel Blanquer. Et il avait tenu à vous célébrer un bien bel anniversaire à l'occasion de vos 90 ans. Pas les vôtres, bien évidemment. C'est une très belle cause car nous devons non seulement être attentifs à ce qui se passe pour les élèves en situation de handicap, mais aussi tout simplement être attentifs à tous les élèves, par exemple lorsqu'ils sont frappés par la maladie et qu'ils ont besoin d'une personnalisation de leur parcours. C'est donc une très belle cause que celle pour laquelle vous vous mobilisez, C'est une cause à laquelle je tiens, qui évolue, puisque les nouvelles technologies permettent aussi, fort heureusement, de mettre des outils à disposition des enfants. Mais avant tout, ce qui compte, c'est le lien humain, celui que vous réalisez. Et évidemment, je me réjouis de la continuité de ce travail et de la force de votre engagement. Donc, toutes mes félicitations. Je vous souhaite un bon anniversaire et je vous dis à bientôt. J'imagine que ça fait plaisir, Caroline, d'avoir ce type de message, ce type de distinction aussi, parce que le prix Femina. Et c'est autant de communication, de publicité, j'imagine, pour votre association. Mais il l'a dit peut-être le principal, l'ancien ministre. Le principal, c'est cet aspect humain, le lien indéfectible. Absolument. C'est primordial pour ces enfants dont la plupart manquent de confiance en eux. La maladie a ébranlé cette confiance. Ils ne savent plus trop... S'ils savent quelque chose, c'est souvent leur interrogation. Et je pense qu'effectivement, seul le contact humain peut les aider à restaurer cette confiance en eux. Ségolène Hénin, soigner de la scolarité, c'est aussi important que soigner le corps de l'enfant malade. Absolument. D'ailleurs, le service où je suis, c'est le chef de service et les médecins qui parlent de l'école dans le protocole de soins. Ça fait partie dans le processus de guérison. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je rencontre, il annonce la maladie aux jeunes. Et il lui annonce le protocole qui, dans le service où je suis, dure plusieurs mois. Et dans le package, il y a l'école. D'accord. Donc, moi, je rencontre tous ces jeunes et 99% d'entre eux répondent oui et sont tout à fait rassurés parce que ça les ennuyait d'avoir une coupure dans leur scolarité ou de louper une année. Donc voilà, ils répondent tous présents et ça les rassure beaucoup et ça les structure. Ça structure les journées, les semaines. D'accord. Les journées sont longues. Et puis ils sont coupés de leurs copains, du lien social avec le lycée ou avec l'école ou l'université où ils sont, donc c'est très important. Donc des fois, l'un des bonheurs de la journée, l'un des temps forts pour eux, c'est 20 minutes, 25-30 minutes parfois, effectivement. Exactement. De cours. Irina. Mais justement, qui sont les plus demandeurs? Les plus petits, les collégiens, les lycéens ou encore même les parents? Alors moi, ils commencent au lycée, dans le service où je suis, mais les autres coordinatrices qui peuvent intervenir en pédiatrie, je pense que c'est une histoire de caractère et très vite, ils sont tous très contents qu'on s'occupe d'eux individuellement. Et les parents aussi sont rassurés et se rendent compte que ça leur fait du bien. Quels sont les secrets d'un bon enseignement à l'hôpital? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de recette miracle. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, surtout, je pense. Beaucoup d'écoute aussi. Et je pense que les professeurs voient l'élève comme un tout.
comme un être humain qui a une maladie, mais qui aussi a des compétences, a des appétences. Et du coup, c'est à cet être humain qu'il s'adresse, pas juste à l'élève tout seul. Ils sont obligés de tenir compte du contexte quand même s'ils ne connaissent pas toujours la maladie de l'enfant. Bien sûr. Et je pense que c'est cette bienveillance, cette volonté de les aider à se dépasser et surtout à leur proposer un avenir qui guide nos professeurs. Ségolène Hénin, est-ce que certains de vos élèves, de vos écoliers, ont pris goût à l'école à l'hôpital? Absolument. Il y en a que ça a réconcilié avec l'école. D'accord. Ils étaient un peu en difficulté, donc je leur dis qu'un cours individuel, c'est l'occasion de faire des révisions ou de revenir sur un chapitre qu'on n'a pas du tout compris l'année d'avant et qu'on a un peu zappé. Donc absolument, ça les réconcilie, ça les remet sur les rails. Ou c'est l'occasion aussi de se réorienter ou de penser autrement leurs études supérieures. Et c'est donc possible de passer un examen à l'hôpital? Absolument. Saint-Louis est centre d'examen. D'accord. Donc le poste que j'occupe est habilité à faire passer des bacs, épreuves anticipées de français, bac pro, bac techno, BTS, et surveiller des partiels pour le supérieur avec les universités. Et donc vous êtes amené à, comme pour pour ceux qui passent le bac, mais classiquement, je veux dire, à les rassurer, à écouter leur angoisse, justement, avant tous ces examens. Mais absolument. Alors, dans le service où je suis, il n'y a pas l'éducation nationale. D'accord. Donc, il n'y a que l'école à l'hôpital. Donc, moi, j'ai une vision à 360 degrés, où je suis en lien avec leur lycée, où ils restent bien inscrits, mais ils passent leurs examens à l'hôpital. Donc, je suis en lien avec la maison des examens, qu'on appelle le SIEC à Paris, et qui sont très réactifs, et en tout cas pour nous, pour les hôpitaux, et ils s'adaptent jusqu'au dernier moment pour tout faire pour que ces jeunes puissent passer leur partiel. Vous aussi, écrit, oraux. Caroline Grossi, vous êtes en lien justement avec le SIEC? Alors moi, personnellement, non, mais Ségolène l'est tout à fait. Ouais. Et ça se passe très bien, effectivement, et on tombe sur des gens qui ont beaucoup de bonne volonté, l'envie d'aider ces jeunes qui ont eux aussi une volonté incroyable. Et donc, quelquefois, on déploie des trésors d'imagination pour organiser entre la chimio et les examens, les épreuves pour que ces jeunes puissent les passer au mieux. C'est magnifique. L'info en plus. Irina. Irina, une fois n'est pas coutume pour cette info en plus, vous allez nous parler d'un petit robot. Un petit robot qui peut aider les enfants justement dans leur vie quotidienne, notamment en ce qui concerne l'apprentissage scolaire. Effectivement, il s'appelle Buddy. C'est un petit robot développé par la start-up française Blue Frog Robotics. Alors, le robot s'adresse à tout type de profil qui nécessite un accompagnement. Alors, Buddy est équipé de 2 roues motorisées pour pouvoir se déplacer, d'une tête articulée avec de nombreux capteurs pour appréhender les obstacles et d'un écran tactile qui lui sert de visage et de cerveau. Comment Buddy peut-il aider les enfants hospitalisés justement dans leur scolarité concrètement? Eh bien, depuis leur chambre d'hôpital, les enfants peuvent se télétransporter dans leur classe grâce à l'écran du robot équipé d'une caméra que l'enfant peut contrôler. Buddy va en classe à la place de l'élève, le représente en projetant simultanément son visage et les professeurs peuvent donc s'adresser à l'élève et l'élève peut continuer à participer via le robot qui peut même lever la main. Donc il y a toujours une interaction entre les professeurs mais aussi entre ses copains de classe. 600 robots existent dans les écoles en France et le ministère de l'Éducation nationale a commandé en 2021 plus de 2000 Buddy pour les déployer dans les hôpitaux d'enfants malades. Vous voyez ça plutôt d'un bon oeil, Caroline Grossi, ou ça vous inquiète? Parce qu'on a beaucoup parlé justement de l'humain, de ce lien indéfectible justement entre les professeurs, les coordinateurs et bien évidemment les enfants malades. Alors, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est un complément. Je pense que, exactement, c'est un complément. Je pense que c'est très intéressant. Il faut pouvoir utiliser la technologie quand elle est au service des jeunes malades. C'est évidemment un complément, vous l'avez dit. Le robot peut permettre à l'enfant de rester en contact avec son professeur, mais aussi avec ses camarades, et ça c'est vraiment important. J'ai vu des enfants qui c'est ce qu'ils préféraient finalement, c'est de participer à la récréation avec le robot. Donc effectivement ça marche bien et ça a été déjà utilisé plusieurs fois. C'est plus facile à utiliser en primaire qu'au collège et au lycée. Pourquoi ? Au primaire, les enfants restent dans la même classe toute la journée. Ils n'ont qu'un instituteur, institutrice ou 2 éventuellement. Donc il y a une personne à convaincre de l'utilité de la chose. Au collège et au lycée, les enfants changent
à chaque cours. Donc le robot de l'éducation nationale, je crois, du collège et du lycée, il pèse 18 kilos. Donc il faut le transporter. Il ne monte pas les escaliers? Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il monte les escaliers tout seul. Donc oui, mais quand tout le monde a envie que ça marche en fait. C'est beaucoup de bonne volonté mise bout à bout et ça marche bien. Bien évidemment, vous l'avez dit, c'est complémentaire du professeur. Un élève malade est fatigué, donc ne va pas suivre le cours via le robot toute la journée. Il ne pourra pas. Donc il ne va pas suivre tous les cours. Donc c'est bien qu'un professeur vienne l'aider à compléter, expliquer un point qu'il n'a pas compris, faire des exercices, etc. Donc les deux vont bien ensemble. Voilà, le robot, c'est extra. Ça marche dans certains cas. Dans d'autres, c'est pas possible, notamment pour certaines maladies psychiatriques. D'accord. Des enfants qui ont une phobie scolaire, ils n'ont pas forcément envie de se faire représenter dans leur classe par un robot. C'est évident. Donc là, effectivement, on ne peut pas utiliser cette technologie. Mais c'est complémentaire, bien sûr. Ségolène. Les robots, ça vous plaît? Ça me plaît, absolument. Un élève en a bénéficié l'année dernière lorsqu'il était chez lui. D'accord. Mais effectivement... Ça se passe comment alors? Comment ça fonctionne et comment on décrète justement que cet élève va avoir un robot? C'est par l'intermédiaire du SAPAD de son département, le service d'aide pédagogique à domicile et à l'hôpital. Mais là, il était chez lui. Et alors, il a une tablette. Le robot est au lycée, mais lui, ça s'est bien passé grâce à l'intervention d'une très gentille CPE qui rechargeait le robot le soir, l'allumait le matin et le promenait dans le lycée pour pouvoir changer de classe. Donc voilà, ça a quand même ses limites, mais ça lui a permis de suivre une partie des cours avec sa classe entière. Caroline Grossier, à l'heure de la pénurie de profs, on en a beaucoup parlé effectivement ces dernières années, on en a énormément parlé effectivement cette rentrée scolaire. Est-ce que les bénévoles qui sont avec vous se font aussi de plus en plus rares? De plus en plus rares, c'est un bien grand mot, mais oui, nous les recherchons, nous en avons besoin, bien sûr. D'accord. Curieusement, suivant les années, il y a certaines matières qui manquent plus que d'autres, mais ça, je crois que c'est vrai aussi dans toute l'éducation nationale. Quelle matière, du coup? Les maths? Alors, je ne peux pas vous dire pour l'instant, parce que là, c'est le début de l'année et qu'on est en train. Je sais que l'année dernière, on avait un souci en physique, je crois, et en histoire géo. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire. D'accord. Oui, nous cherchons des bénévoles. Un certain nombre de nos bénévoles ont eu un peu peur de retourner à l'hôpital après le Covid, il faut le dire aussi. Donc certains sont restés pour donner des cours à distance, mais on en manque. Dans Paris intramuros, où c'est facile de se déplacer, ça va. C'est souvent en périphérie, où on a plus de difficultés à trouver des professeurs. Oui, tout à fait. Mais vraiment, qu'ils viennent, on les attend, on les accueille, on les forme, on les informe, on les encadre, on les aide pour donner des cours dans les meilleures conditions possibles. On continue beaucoup à vous appeler en province. D'autres associations vous appellent justement pour vous demander comment vous faites, comment vous fonctionnez. Il existe d'autres associations en province, déjà, une vingtaine à peu près. Très bien. Nous sommes réunis au sein d'une fédération qui a un agrément, un accord avec l'éducation nationale. Il y a 3 ou 4 grosses associations. Lyon, Bordeaux, Lille. Et puis après, ce sont des plus petites associations qui ont chacune un fonctionnement autonome. En région, les professeurs vont plus à domicile et un petit peu moins à l'hôpital. Mais chacune est autonome et nous nous réunissons régulièrement pour discuter bonnes pratiques, par exemple. Pour faire ce que vous faites, il faut avant tout des moyens ou avant tout la volonté? Les deux, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il nous faut des moyens aussi. La volonté, la bonne volonté, l'envie de réussir, je crois qu'on l'a tous. Les moyens, on en a, mais on en a besoin. On voudrait devenir encore plus innovant en termes de pédagogie, notamment. Et donc, oui, nous avons des moyens. Nous avons 24 ou 25 salariés aujourd'hui. Donc, un budget qui est conséquent. Et nous avons besoin d'être aidés. Nous sommes indépendants, association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Mais nous avons besoin de partenaires, de donateurs, bien sûr. Aider les autres, aider son prochain, aider les enfants malades, on a ça en soi ou ça vient avec le temps, au gré de ses études? Ségolène Hénin. Oui, au gré des rencontres. Des rencontres aussi. Dans notre vie, oui. Ouais. Et c'est formidable. Et on pense qu'on vient leur apporter des choses, des cours, des profs, ce qui est vrai, mais on ressort de ces services enrichis parce que c'est tous ces jeunes qui nous apprennent que ça vaut le coup de se battre. C'est beaucoup de belles histoires, beaucoup de belles leçons. Ouais. Oui. Caroline Grossier.
Plein de belles histoires, évidemment. On admire tous beaucoup ces jeunes qui ont la volonté de se battre. On essaye de leur transmettre effectivement l'énergie dont ils ont besoin. Quels sont les moments les plus difficiles, Caroline? Je ne vais pas vous faire pleurer, mais il y a des moments difficiles, bien sûr. Quand des jeunes sont en fin de vie, ça arrive. Quand vous avez un petit enfant qui veut absolument apprendre à lire avant de partir, ou passer son brevet avant. Bien sûr, c'est des moments difficiles pour les professeurs. Il y a des moments difficiles avec des élèves qui vont très mal au niveau psychiatrique. J'en parle beaucoup parce qu'après le Covid, on a eu beaucoup plus d'élèves, de jeunes qui ne vont pas bien. Et donc, vous l'avez entendu. On sait qu'en France, la psychiatrie, c'est le parent pauvre, bien sûr, de la médecine. Bien sûr. Voilà, donc on essaye d'inventer des méthodes pédagogiques un petit peu différentes pour les remettre sur le chemin de l'école et des études. Voilà, mais il y a plein de beaux moments, difficiles quelquefois, mais très beaux. Ségolène, on dit la même chose? Oui, c'est vrai. Quand effectivement, certains élèves partent, meurent, parce que voilà, on est allé au bout de tout ce que la médecine pouvait leur apporter. C'est toujours difficile pour l'équipe de soignants, pour les professeurs qui les ont fait travailler pendant plusieurs semaines. Mais voilà, le service se remplit à nouveau, donc on continue et il faut bien... voilà, heureusement, aujourd'hui, en 2022, la plupart... guérissent et s'en sortent. Et donc heureusement, c'est ça ce qui nous fait continuer. Pour tous les gens qui nous regardent, si on souhaite vous aider, vous dans votre service à Saint-Louis, et en même temps, je dis vous, mais c'est la même chose aujourd'hui concrètement. Comment on peut aider effectivement l'école à l'hôpital? Alors, en devenant bénévole, bien sûr, on en a pas mal parlé. C'est à peu près une demi-journée par semaine d'engagement. D'accord. Il suffit d'aller sur le site, de s'inscrire à une réunion d'information. En étant donateur, à titre privé ou à titre professionnel. Nous avons des entreprises qui sont partenaires de l'école à l'hôpital depuis plusieurs années et qui non seulement nous financent une partie de notre activité, mais réfléchissent avec nous à comment nous améliorer, comment innover. Donc ce sont des vrais partenaires. Merci à toutes les deux. Merci encore d'être venues nous voir et encore bravo pour tout ce que vous faites. Caroline Grossi, présidente de l'association L'école à l'hôpital, et Ségolène Hénin, qui est coordinatrice de scolarité à l'hôpital Saint-Louis. Merci. À Paris. Merci de nous avoir reçus. À toutes les deux, un grand merci à toi. Merci à vous. Irina, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV, le MAG. Ciao.